Jonathan Arfi, dans un pays démocratique comme l'Espagne, on a le droit de manifester, y compris pour la Palestine? Évidemment qu'on a le droit de manifester, y compris pour l'État palestinien ou la solidarité avec les Palestiniens. En revanche, interrompre une course d'un événement majeur comme le Tour d'Espagne, c'est envoyer un autre message, celui de vouloir traquer la présence israélienne dans le pays de manière tout à fait obsessionnelle. Et ça, pour moi, ça va bien au-delà de l'expression d'une solidarité à laquelle chacun est libre de consentir ou non. C'est un reproche que vous faites aux autorités, pas aux manifestants, mais aux autorités espagnoles, à qui vous reprochez d'avoir été trop complaisante ou bienveillante vis-à-vis des manifestants. Il y a un double phénomène en Espagne. D'abord, il y a une mobilisation de la société civile qui va très au-delà de ce qu'on observe ailleurs et qui, j'irais, est le témoin de l'imprégnation de la question palestinienne dans la société espagnole. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est la complaisance des pouvoirs publics, en l'occurrence du Premier ministre espagnol, qui apporte son soutien, non pas aux organisateurs de la course qui ont vu leur événement perturbé, mais aux manifestants. C'est, je crois, quelque chose qui est quand même profondément... qui questionne sur la démocratie. Alors, à quoi il faut préciser que le Parti populaire, c'est-à-dire la droite espagnole, a pris du recul en considérant que ce n'était pas normal ce qui se passait. À quoi vous imputez cette irrigation dans la société civile espagnole, puisque vous venez de le dire? Quand ça se passe en France, vous dites, pas vous spécialement, mais certains ont tendance à dire que c'est des mouvements qui sont organisés par la gauche radicale ou par certaines pensées de gauche. Est-ce que là, vous considérez que c'est organisé, voire manipulé, ou que c'est un mouvement spontané de la nation espagnole? Et oui, si oui, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Alors, c'est difficile à dire, il faudrait pour le coup avoir un spécialiste de la société espagnole, que je ne suis pas. Néanmoins, ce que je sais, c'est qu'il y a en Espagne, d'abord, historiquement, une relation compliquée avec le monde juif. C'est pas nouveau, ça évoque une partie de l'histoire de l'Espagne, d'une part. Puis d'autre part, une identification enfin, c'était à la en question 1500 et quelques, ce à quoi vous faites illusion. Oui, mais il y a quelques années, c'est un pays qui a une culture catholique très profonde, qui n'a pas été marquée par le même travail après Vatican II que d'autres pays catholiques comme la France, et ça laisse des traces. La deuxième chose, c'est un pays qui a reconnu très tardivement Israël, par exemple, il faut le savoir. Donc c'est un pays qui a un rapport différent au monde juif et à Israël. Voilà. Ensuite, la façon dont vous avez le dire, c'est que l'Espagne est mal à l'aise avec les Juifs? Je pense qu'il y a en Espagne un rapport au monde juif qui est plus complexe qu'il ne l'est dans un pays comme la France, par exemple. Le deuxième point, c'est qu'ils ont une identification à la cause palestinienne très puissante. Elle est pour partie spontanée, elle est aussi pour partie portée et animée politiquement. L'extrême gauche espagnole est globalement très puissante, on l'a vu, et la question palestinienne est devenue un des moteurs de cette mobilisation et de cette hystérisation du débat en Espagne. Je ne suis pas surpris que ces images se retrouvent en Espagne plutôt que dans d'autres pays européens. Alors Pardon Nathalie, je vous laisse la parole tout de suite, mais je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit le Premier ministre espagnol, effectivement, qui a félicité les manifestants. Pedro Sánchez, Premier ministre socialiste espagnol. Nous savons que toutes ces mesures ne suffiront pas à stopper l'invasion, ni les crimes de guerre. Mais nous espérons qu'elles serviront à augmenter la pression sur le Premier ministre Netanyahou et sur son gouvernement pour alléger une partie des souffrances que subit la population palestinienne. Et également pour que la société espagnole, dans son ensemble, sache et ressente qu'en face de l'un des épisodes les plus infâmes du XXIe siècle, son pays, l'Espagne, était du bon côté de l'histoire. Alors, le bon côté de l'histoire, chacun peut le voir différemment. Est-ce que vous êtes étonné par un certain nombre d'attitudes qu'il peut y avoir dans des pays européens, telles que celle de Pedro Sánchez? En gros, on ne veut pas qu'il nous soit reproché plus tard d'être passé à côté de l'histoire. C'est un argument... Est-ce que vous y attendiez déjà? Est-ce que vous vous disiez, quand il y a eu toute l'attitude de Benjamin Netanyahou, que ça va devenir vraiment très très difficile partout? Mais je veux dire, je m'y attendais non pas au moment où Israël a commencé ses opérations militaires à Gaza, je m'y attendais dès que le 7 octobre s'est passé, dès qu'il s'est passé les massacres de citoyens israéliens dans les kibboutz. Nous savions qu'il y aurait mécaniquement d'abord un temps de solidarité et ensuite un temps de libération d'une hostilité. S'il n'y avait pas eu l'attitude du gouvernement Netanyahou, il n'y aurait pas eu la libération des... mais vous savez quoi? Je ne le sais pas et j'en suis pas convaincu. Même au contraire, quand on regarde, quand commencent les actes d'antisémitisme en Europe, ils commencent dès la journée du 7 octobre, au soir, dès le 8, le 9, le 10 octobre, bien avant les opérations militaires israéliennes. On ne peut pas comparer les quelques manifestations peut-être dont vous parlez après le 7 octobre avec ces manifestations de masse qui, comme l'a dit Nathalie, qu'on le veuille ou non, sont quand même consécutives à l'attitude du gouvernement israélien à Gaza.
Vous savez, elles prennent prétexte, elles prétendent être des mobilisations motivées par les opérations militaires israéliennes. Très souvent, ces manifestations-là, en fait, elles libèrent quelque chose dans la société. Tous ces gamins qu'on voit dans la rue, là, sont des gamins qui ne sont pas intéressés par Gamma, mais vous dites en fait qu'il y a un refoulé antisémite ? Non, c'est quand même une accusation grave. Je ne dis pas qu'il y a uniquement un refoulé antisémite, loin de là. Je dis juste que la question de Gaza est devenue un slogan, est devenue un cri de ralliement générationnel, d'ailleurs pour partie, comme l'ont été à d'autres époques, d'autres causes, et que ça ne dit plus rien de la solidarité réelle ou l'émotion réelle vis-à-vis des Palestiniens, mais que vous comprenez anti-système, bien sûr, qui n'a pas d'émotion face à la détresse de populations civiles, et c'est tout à fait compréhensible que des gens soient touchés par cette détresse-là. En revanche, l'obsession autour de ce conflit par rapport à d'autres causes tout aussi dramatiques, la manière dont cette mobilisation est massive, eh bien ça interroge. Alors, je voudrais qu'on dise un mot, pardon Nathalie, je voudrais qu'on dise un mot du boycott, parce qu'on voit de plus en plus de demandes de boycotter des sportifs israéliens. On voit par exemple là, en Belgique un chef d'orchestre israélien qui n'a pas pu se produire, disant que finalement il faut traiter les sportifs israéliens ou les artistes israéliens comme les Russes. Après le 22 février, eh bien, ils ont été exclus des compétitions internationales, demandant qu'il en soit de même des athlètes israéliens. Est-ce que c'est aussi injustifié que ça ? D'abord, c'est injustifié parce qu'il faut quand même se souvenir qu'Israël a été agressé le 7 octobre 2023 par le Hamas et que, en l'occurrence, si on prend le cas ukraino-russe, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Donc si déjà nous devons prendre un point de comparaison, c'est la situation de l'Ukraine et la situation de l'État d'Israël par rapport à la genèse de ces conflits. Mais on voit bien que c'est un argument rhétorique parce qu'on va chercher l'exclusion aujourd'hui d'Israël d'événements culturels, d'événements scientifiques, historiques. Quand vous dites vous-même que la société civile réagit beaucoup, c'était le propre même d'une société civile de chercher des événements de pression par du boycott, même symbolique, avec le chef d'orchestre qui devait se produire en Belgique, ça ne changera rien. Est-ce que ce n'est pas une façon maintenant de réagir ? Et pour peser sur les événements, il ne s'agit pas d'oublier le 7 octobre, mais dire, si on veut que ça cesse, maintenant, ce qui se passe à Gaza, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que Netanyahou va plus loin, il faut faire pression de cette façon. Le boycott en Afrique du Sud a certainement aidé à ce que l'apartheid tombe. Écoutez, Israël a été attaqué le 7 octobre. Je n'ai pas vu ces mobilisations de masse à ce moment-là. Et donc j'interroge l'indignation sélective. J'interroge aussi l'obsession autour de ce conflit. Pourquoi certains font de ce conflit la matrice de tous les autres conflits ? Comme s'il y avait quelque chose là qui était spécifique. Vous expliquez que certains soient sincères, certains appellent des gens... Il y a évidemment des militants sincères de la cause palestinienne qui appellent au boycott en se disant c'est une arme pour que ça cesse. Mais d'abord, les appels au boycott me paraissent être non pas une arme de mobilisation sincère, mais déjà dans quelque chose qui est souvent beaucoup plus haineux. Et moi, je dois dire que ça me pose un problème, surtout quand ça touche des universitaires, des milieux culturels, qui eux-mêmes sont en Israël très engagés contre la guerre. Donc il faut quand même savoir que boycotter des institutions démocratiques, ça n'est pas exactement pareil que le boycott vis-à-vis de pays qui sont des régimes totalitaires. Il faut qu'on continue. Je vais laisser la parole à Nathalie. Je vais vous montrer un tweet d'Olivier Faure qui a appelé à ce qu'on érige le drapeau palestinien au frontispice, c'est comme ça qu'on dit, des mairies le 22 septembre, jour où la France a prévu de reconnaître l'État palestinien. On va voir tout de suite la réponse de Bruno Retailleau qui a dit qu'on n'avait pas le droit de le faire parce que c'était contraire au principe de neutralité. Voilà, plusieurs à un, le retrait de drapeau palestinien du fronton des mairies au motif qu'il portait gravement atteinte au principe de neutralité des services publics. Polémique toute la journée sur cette proposition d'Olivier Faure. Nathalie. Vous avez notamment réagi au nom du CRIF en disant que le 7 octobre ou le 8, on n'avait pas vu le même empressement à demander à ce que les drapeaux israéliens soient sur les mairies, ce qui n'aurait été pas plus autorisé par la loi, mais qui aurait pu se comprendre. À quoi joue le Parti socialiste, d'après vous ? Est-ce que c'est un ressentiment et une colère sincère, ou c'est une façon peut-être de courir après la France insoumise, ou de façon un peu électoraliste de voir les choses ? Pour moi, il y a clairement une surenchère démagogique, une surenchère clientéliste d'Olivier Faure vis-à-vis
des électeurs de la France insoumise. Ça s'inscrit dans une démarche qui est la sienne sur cette question, qui est une forme de démarche de radicalisation sur la question israélo-palestinienne, qui mérite, je crois, beaucoup plus de nuances. Plus que, par exemple, Emmanuel Macron qui propose la reconnaissance de l'État palestinien. Alors, Emmanuel Macron, lui aussi, a pris un virage sur la question palestinienne que nous avons, de notre point de vue, dénoncé, parce que nous pensons qu'il est contre-productif pour la diplomatie française, par ailleurs, qu'il est tout à fait contre-productif dans le combat pour la libération des otages, qui je crois, est un sujet humanitaire et pas politique. Pour revenir sur Olivier Faure, je m'inquiète effectivement de cette dérive du Parti socialiste, parce que l'un des enjeux, c'est précisément l'importance de restaurer une digue entre la France insoumise et le reste de la gauche, et de voir la gauche républicaine et le Parti socialiste, qui est censé l'incarner, courir après la France insoumise sur ce sujet-là, dont ils savent bien le potentiel de mobilisation dans l'opinion. C'est quelque chose qui m'inquiète. Est-ce que finalement la société civile israélienne, parce qu'on entend beaucoup parler de Benjamin Netanyahou, on entend moins parler des remous que ça peut créer dans la société israélienne, est-ce que finalement c'est pas une épouvante pour vous d'avoir à défendre quelque chose dont vous avez, vis-à-vis duquel un État, dont vous, pas l'État, mais une gouvernance vis-à-vis desquelles vous avez pris du recul, et que finalement vous êtes, non pas qui donne raison, vous aussi obligé de faire quelque chose, et que quand Israël se revendique comme un État, pas comme les autres, il est devenu comme les autres, voire pire. Israël est un État comme les autres. En tout cas, je souhaiterais qu'il puisse être traité comme les autres, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il ne soit pas traité comme les autres génère dans la société française beaucoup de difficultés, beaucoup d'impact pour les Français juifs. Il y a, on l'a vu ces derniers temps, dans le mouvement de boycott, des confusions, des raccourcis coupables dans l'esprit de certains qui font qu'on vient traquer, y compris des événements juifs. Je rappelle le boycott du musée d'art et d'histoire du judaïsme sur un colloque portant sur l'histoire médiévale des Juifs. Le CRIF condamne-t-il l'action de Tsahal à Gaza ? J'ai pas vocation à soutenir vous demandez à chacun d'être clair. Donc je vous demande à votre tour d'être clair. Je refuse l'injonction qui est renvoyé aux Français juifs de se prononcer sur les modalités d'un conflit qui se déroule à 4000 km. Ce qui est certain, c'est que nous avons une solidarité de principe avec les Israéliens dans le combat qu'ils mènent contre le terrorisme. Un soutien de principe aux Israéliens, et c'est important de le dire, parce que la société israélienne, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, parce que derrière le mot Israël, il y a des êtres humains, des citoyens qui ont été affectés par... À Gaza aussi, il y a des êtres humains. Bien sûr, il y a des êtres humains aussi à Gaza, et je le dis, nous avons aussi conscience de la détresse de ces populations civiles. Si vous nous demandez ce que nous souhaitons, c'est évidemment que cette guerre puisse s'arrêter le plus rapidement possible, parce que nous déplorons l'impact pour les populations civiles. Il n'empêche que je ne confonds pas les responsabilités. Ce conflit, il est d'abord et avant tout la responsabilité du Hamas, qui l'a déclenché et qui prend en otage les populations civiles. Que savez-vous de l'état de l'opinion en Israël ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement le problème des otages, qui n'est toujours pas réglé, loin de là ? Est-ce que les Israéliens en ont marre ? Est-ce que de ce gouvernement, quel est leur état d'esprit ? Il faudrait le demander à des Israéliens, mais ce que je sais de la société israélienne, bien sûr, c'est que c'est une société d'abord qui est fatiguée, parce que 2 ans de conflits multiples, on l'a vu avec Gaza, l'Iran, le Liban, tout ça a contribué à une société israélienne qui est épuisée. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est que c'est une société israélienne qui vit d'une certaine manière encore la journée du 7 octobre. Elle n'est pas sortie de la séquence du 7 octobre, et ça explique aussi une partie du décalage qu'on voit avec les sociétés européennes. Nous sommes en France en train de réfléchir à l'après-guerre, en train de dire qu'est-ce que ce sera dans 2 ans. Les Israéliens, eux, ils sont il y a 2 ans. C'est 2 logiciels qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent pas se comprendre en ce moment, parce que le traumatisme des Israéliens fait que le 7 octobre n'est d'une certaine manière pas terminé. Je voudrais qu'on en revienne à cette proposition des drapeaux. À ma connaissance, vous n'êtes pas contre une solution à 2 États. Enfin, le CRIF a plutôt milité pour... On a soutenu tous les processus de paix. À partir du moment où c'est le choix des partis, bien évidemment qu'il faut les soutenir, quelle que soit l'option qu'ils choisissent. Si c'est choisi, je dirais, par les partis en question. Voilà. Puisque vous dites parti solution à 2 États, ça veut dire qu'un jour, l'idée qu'il y ait un État palestinien ne vous choque pas plus que ça. Pourquoi donc un drapeau palestinien devant les mairies vous choque autant ? Il y aurait cette journée-là 2 drapeaux, un drapeau palestinien et un drapeau israélien. Est-ce que vous seriez d'accord ? D'abord, moi je suis un républicain assez classique, et je dois dire que je préfère quand nous n'importons pas en France des sujets de division supplémentaires par rapport à ceux que nous nourrissons déjà au sein de la société française. Donc je ne suis pas certain
que le fronton des mairies soit l'endroit le plus opportun pour venir afficher des drapeaux étrangers, quels qu'ils soient. Qu'il y ait un attachement à la paix, évidemment, c'est souhaitable. Mais enfin, le rôle des mairies, c'est pas la politique internationale. D'abord, c'est le premier point qu'il faut rappeler. Je pense que c'est sain, si on veut un débat serein, si on veut, d'une certaine manière, déshystériser le débat public autour de la question de Gaza, bien d'éviter autant que possible les importations. Puis la deuxième chose plus fondamentale, c'est que la question de l'État palestinien, pourquoi aujourd'hui il y a cette émotion, cet émoi qui traverse une partie des Français juifs, mais pas seulement, qui traverse beaucoup de ceux qui ont à cœur la question des otages. C'est parce que cette reconnaissance avant la libération des otages, mais voilà, c'est un choix de date qui est totalement prématuré et qui, en s'inscrivant dans la séquence du 7 octobre, qui n'est malheureusement pas terminée, donne le sentiment d'offrir au Hamas une forme de récompense diplomatique. Choix qu'ont fait la très grande majorité des pays du monde. D'abord, beaucoup d'États avaient reconnu avant le 7 octobre. C'est exact. Choisir de reconnaître depuis le 7 octobre, alors qu'il y a encore les otages et que le Hamas est toujours au pouvoir, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Mais la je préférais que nous ayons une séquence qui se termine, c'est-à-dire que le 7 octobre, cette guerre-là soit terminée, que les otages soient libérés, et puis qu'ensuite s'enclenche une dynamique de paix avec la perspective Mais la récente résolution votée par l'ONU la semaine dernière parlait effectivement d'un État palestinien duquel le Hamas devait disparaître. Ça vous convient, ça ? Mais évidemment qu'on souhaite que le Hamas ne soit pas demain là pour gouverner une autorité ou un État palestinien, quelle qu'elle soit. Mais ça ne se décrète pas sur un bout de papier à New York, malheureusement. Juste une petite chose, est-ce que vous considérez que la communauté juive, si tant est que la communauté juive pense d'une seule façon, et ça on a vu que ce n'était pas le cas, et heureusement, et je crois que c'est ce qui fait aussi... qu'il y a une rupture avec Emmanuel Macron, ou qu'il y a une faille qui commence à devenir importante entre ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, ses choix, et ce que vous attendiez? Il n'y a pas de rupture, parce qu'il ne peut pas y avoir de rupture entre les Français juifs et un président de la République. En revanche, il y a de l'incompréhension, il y a effectivement aussi de la réprobation vis-à-vis d'une décision annoncée, celle de la reconnaissance de l'État palestinien, en dehors des conditions qu'il avait lui-même énoncées. Donc on espère réellement que d'ici le 22, il y ait prise en compte des conditions que le président de la République avait annoncées, notamment la reddition du Hamas et la libération des otages. Merci infiniment, Jonathan Arfi, président du CRIF, d'être passé par le plateau de France Info. Merci.